Bonjour à tous, nous sommes jeudi 30 avril, dernier jour du mois. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, deux vidéos. Une vidéo sur le cours que nous devions faire avec l'étude de texte, notamment de À une passante. Et une deuxième vidéo, vous verrez, qui s'intitulera Présentation d'hygiène de l'assassin ou invitation à la lecture. Vidéo que vous pouvez regarder facultativement si vous avez envie de lire ce livre. Donc surtout, regardez la vidéo d'abord parce que je veux absolument que vous ayez mes conseils de lecture avant de vous lancer, justement dans cette lecture. Voilà, donc je voulais vous montrer, j'ai oublié de vous le dire la dernière fois, dans le drive, donc à la racine du drive, même pas dans un des répertoires là, je vous ai mis les 4 fichiers MP4 de Victor Hugo. Donc c'est les 4 feuilletons Victor Hugo ennemis d'État qui sont passés sur Arte d'abord et puis là sur donc la chaîne du Sénat. Alors c'est pas forcément très, très facile à comprendre parce qu'il y a des personnages qu'on ne nous nomme pas. Vous allez donc découvrir plus ou moins sur le tas: «Ah oui, tiens, lui, c'était Napoléon III. Ah OK, bon, lui, on le reconnaît bien parce qu'il a sa barbichette». Mais par exemple, Alphonse de Lamartine, au début, on n'attrape pas tout de suite que l'acteur avec les grands favoris, c'est Alphonse de Lamartine, qui est poète, comme j'espère que vous le savez, mais aussi, il a été président de la Deuxième République. Voilà, donc vous allez voir Adolphe Thiers, vous allez voir des tas de membres éminents sans parfois reconnaître leur nom. De même que les deux femmes, vous allez voir tout de suite Juliette Drouet. Il ne dit pas Juliette Drouet, il dit juste Juliette. Et puis après Léonie, Léonie Daunet, qui est donc une amie de la famille et qui est sa deuxième grande maîtresse de cette période-là, en plus de sa femme Adèle. Vous allez voir aussi sa femme Adèle et sa fille Adèle, elles portent toutes les deux le même prénom, ses deux fils, sans qu'on comprenne tout de suite de quoi il s'agit. On le sait quand on entend l'un des deux dire papa, ah bah oui d'accord, c'est le fils Hugo. Voilà, donc un petit peu de patience peut-être pour bien comprendre tout ça, mais c'est vraiment, entre autres si vous vous ennuyez, ce sont vraiment 4 feuilletons de qualité, sur une période assez méconnue, de Victor Hugo. Le rythme n'est pas forcément, trépidant, hein, ce sont quand même, des feuilletons, intello, hein, ne vous trompez pas là-dessus, venant de moi, hein, c'est pas un grand film, hollywoodien. Voilà, donc ils sont là et ça nous a demandé quelques pirouettes pour les passer du disque dur de la Freebox au drive, mais voilà, grâce à mon mari, c'est fait, je le remercie. Alors ensuite, donc nous devions corriger les exercices sur les suffixes, ce qui n'est pas très passionnant, donc on va le faire très vite. Je ne reviens pas sur le cours que j'avais déjà lu avec vous la dernière fois. Je ne corrige pas le 1, enfin, ah oui, si, oui, je vous avais donné tous les exercices, mais là, franchement, donc war masculin et war féminin. Bon, surtout le scoop, hein, c'est que pour ceux qui n'ont pas une orthographe innée, mes pauvres chéris, vous avez des war avec un R et avec un R et un E, et c'est pas toujours évident. Voilà, fiez-vous donc au genre du mot, un miroir, pas de E, une armoire avec un E. Ouf, pour celui-là, c'était pas trop compliqué. Alors le 2, donc vous devez, mettre un suffixe derrière tout ça et un article devant, comme ça on peut vérifier ce qu'on a dit. Donc une patinoire du coup avec un E, un abreuvoir du coup sans le E, une nageoire avec un E, un rasoir sans le E et ainsi de suite. Donc balançoire, interrogatoire, trajectoire, accessoire, tout ça, tout ça avec des E, écritoire aussi, et vous voyez qu'on a déjà des exceptions, puisqu'un accessoire et un écritoire, ça a beau être masculin, et ben ça a un E au bout. Voilà, sinon c'était trop facile. Ensuite, le 3. Donc, à vous d'écrire avec un E ou pas. Donc, transitoire avec un E, l'auditoire avec un E. Méritoire. Alors ça, c'est peut-être pas un mot que vous avez, vous rencontrez tous les jours. Donc, méritoire, c'est ce qui est méritant, et le trottoir avec OIR à la fin. Si vous avez envie de forger un poème avec des rimes en war, en tout cas, vous pourrez aller voir à cette page-là. Bon, cela dit, le son war n'est donc pas un son très prisé en poésie. On considère qu'il est relativement vulgaire. Alors ici, donc, là, on met tous les suffixes qu'on nous proposait dans la leçon. Donc la fourchette et la gaufrette, la statuette, la cigarette, la palette, la tablette, la facette, et puis en hôte, donc la marmotte, la bouillotte, la cagnotte, la mascotte, la charlotte, la carotte, la roulotte et la biscotte. En revanche,
vous pouvez tout à fait utiliser ce genre de mots en poésie. Ces rimes-là, ne sont pas considérées comme vulgaires. Au contraire, comme ce sont des rimes qui se terminent par un E, les fameuses rimes qu'on appelle rimes féminines, elles sont plutôt considérées comme étant, légères. Alors, là, c'était pas très dur, mais vous allez voir que de temps en temps, on double la consonne et de temps en temps pas. Voilà, donc cadette, 2 T, mais idiote, non. Complète, un seul T avec un accent. Sotte, 2 T. Douillette, 2 T et donc pas d'accent. Secrète, 1 T avec un accent. Vieillotte, 2 T. Fluette, 2 T. Ce que vous savez depuis longtemps, je pense, hein, c'est que quand on a le son est avec une seule consonne, on est donc forcé de mettre l'accent pour que le son est arrive. Alors que quand il est suivi de la double consonne, ici, il s'ouvre en est tout seul. De même qu'on ouvre le O de idiot en idiote, donc le O devient O et le E devient est également quand on passe donc du masculin au féminin. D'ailleurs ici, il est bien à remarquer que idiot donne idiote sans qu'on ait besoin de doubler le T. Ici, le T est lui-même doublé. Voilà. Et sotte, là, le T est doublé. Donc, en principe, la voyelle s'ouvre quand c'est suivi d'une double consonne. Mais bon, vous voyez, idiote, il n'y a pas de double consonne. Et on ne prononce pas une idiote, comme vous le savez bien. Donc, il y a en France beaucoup de choses de prononciation qui ne sont absolument pas réglées. Donc, réglées au sens déterminé par des règles. C'est vraiment l'usage. Ici, donc, les suffixes de la leçon toujours, donc l'interrogatoire avec son E, le ton péremptoire. Alors, le ton péremptoire, je vous avais dit, hein, ça nous servirait à faire du vocabulaire. Le ton péremptoire, c'est un ton qui ne supporte pas de réplique, hein, c'est donc très autoritaire. La liste complète, les statuettes. Donc là, on a un exemple d'un accent grave et d'une double consonne. L'ivoire, ça vous connaissez bien, l'orthographe, je pense, la cadette et les menottes. Menottes, ici, ça nous permet peut-être, ça vous permet peut-être de vous rendre compte que c'est la famille du mot main. Comme ce qui est de l'ordre, par exemple, menuiserie, etc. Donc le mot main, il a plusieurs radicaux, en fait. Le radicaux M-A-I, main, maintenu, maintenir, etc. Et aussi le radical M-E-N, par exemple. Voilà pour le 6. Et pour le 7, c'est bien à chacun d'inventer un petit peu une phrase. Donc par exemple, les scientifiques ont travaillé sur beaucoup de travaux préparatoires afin d'établir la trajectoire de leur fusée qu'ils ont dessinée élégante et fluette pour mieux passer l'atmosphère, par exemple. Voilà, donc pour la page 106, c'est fait. Donc je vous demande pour lundi, vous avez 3 jours, de faire les pages 110-111 en entier. Alors, on va travailler sur les familles de mots, donc ça c'est pareil, hein, c'est plus du jeu de vocabulaire que du travail vraiment, j'espère que vous le prenez comme ça. Donc on vous parle cette fois-ci du radical, du préfixe et du suffixe dans l'ensemble, ça synthétise les 2 pages que nous avons faites. On vous propose à nouveau de regarder les principaux préfixes. D'autres suffixes aussi, hein, je vous en parlais la dernière fois justement de ces suffixes qui forment des noms ou des adjectifs ou des verbes. Et puis on va vous demander dans tous les exercices qui suivent de jouer avec les préfixes, les suffixes, les radicaux. Voilà, donc cette double page à faire pour lundi. Alors, ceci étant dit, on va donc passer à notre analyse du poème à une passante. Alors, la poésie a ceci de particulier, vous l'avez vu avec Ronsard, qu'on peut quasiment faire une analyse de texte aussi longue sur un poème que sur tout un passage des Misérables de Victor Hugo. Alors pourquoi? Parce que c'est vraiment un condensé de style, donc on a beaucoup de remarques stylistiques à faire. Et comme le sens du poème, le poème parfois quand même n'est pas juste une pure appréciation esthétique, parfois il raconte une histoire, et c'est le cas de À une passante qu'on étudie aujourd'hui, c'était le cas aussi pour Quand vous serez bien vieille. Et donc on a ce condensé d'histoire en tellement peu de lignes qu'il va falloir qu'on le déroule, qu'on l'explique mieux pour arriver aussi à saisir ce qui se passe dans ce poème. Voilà, donc tout est condensé, mais il y aura beaucoup de choses à dire. Donc d'abord, bien sûr, on va le lire. Il y a ici un titre à une passante, ce qui n'est pas toujours le cas. On va le retrouver plus tard. Donc si je commente déjà ce titre juste avant de le lire, quand on a comme ça un titre qui commence par A, à accent bien sûr, c'est ce qu'on appelle une dédicace, ou encore presque on pourrait dire une apostrophe, hein, il appelle à une passante, c'est pour une passante, enfin plus une dédicace qu'une apostrophe, mais on va dire que ça va ensemble. Et on peut remarquer qu'on a un article indéfini ici,
Donc ici, il faut absolument analyser ça. Ça veut dire que c'est à une passante, à n'importe quelle passante. On va se rendre compte que c'est vrai et faux. Le poème a l'air quand même de cibler une personne en particulier et en même temps, on va voir on peut nuancer ce propos-là. Donc on a un titre déjà qui est assez mystérieux. On dédicace un poème à quelqu'un, qu'on ne connaît pas, qui est nommé de façon très générique et en plus qui est nommée par le fait qu'elle passe. Ce qui est caractéristique du verbe passer, c'est que on passe et on disparaît. Voilà, on sent déjà tout le côté fugace de ce poème. Donc je vous le lis. Je regarde avec vous, je crois qu'il n'y a pas de... Si, voilà. Alors, vous allez m'entendre faire à tueuse et tueuse ici de diérèse, parce que sans cela, pardon, on n'aurait pas les 12 pieds. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa, d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble avec sa robe, avec sa jambe de statue. Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté, dont le regard m'a soudainement fait... Ah, pardon, je relis ce passage-là, ce tercet, excusez-moi. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître. Ne te verrai-je plus que dans l'éternité ? Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Alors ce poème est particulièrement déstructuré du point de vue de la syntaxe, donc c'est très difficile de s'arrêter à la rime pour vous la faire entendre, en respectant, c'est même impossible d'ailleurs, en respectant la syntaxe. Par exemple ici je me suis arrêtée à ourlet alors que la phrase continue là, ce qui s'appelle un enjambement, on va y revenir, et même chose ici, il faut s'arrêter à beauté alors que la phrase continue là. Donc très difficile à lire... C'est ce qu'aime Baudelaire, de toute façon, il aime déstructurer les choses, comme je vous l'avais dit. Alors, on va étudier donc vers par vers. Je vais parler des vers 1, 2, 3, 4, etc. Donc, celui-là, c'est le 1. Oui, je pourrais peut-être... je rajouterai des numéros après. Donc, allons-y. Alors, on peut noter déjà la rue assourdissante autour de moi hurlait. On a un premier vers qui est aussi une première phrase, ce qui est plutôt rare. En général, la phrase fait le premier quatrain, ce qui d'ailleurs nous vaut ce décalage. La deuxième phrase se termine du coup un vers plus bas. Donc on a une espèce de phrase de présentation unique et détachée du reste. Si vous l'écoutez encore, la rue assourdissante autour de moi hurlait, vous devez peut-être vous dire qu'il y a quelque chose de cacophonique là-dedans. Effectivement, Baudelaire est un précurseur par rapport à Verlaine, dont je vous ai lu des poèmes mardi. Baudelaire est un précurseur, on voit qu'il aime justement les sons qui choquent déjà. Et ici, ce qui choque, ce sont ce qu'on appelle les hiatus. Un hiatus, ce sont donc deux voyelles qui se cognent, qui sont l'une contre l'autre, et ça crée un effet peu agréable. Donc, rue A, et ensuite, autour de moi, U. Donc on a UA et WAU, vous voyez c'est presque la même chose, parce que dans le WA, on entend un A. Donc UAAU, le fait qu'on ait ces deux hiatus inversés, UAAU, dans le même vers, c'est particulièrement dur à l'oreille. Il y a une autre chose encore à noter dans ce vers, c'est qu'on a une allitération. Donc une allitération, vous devez vous souvenir, c'est une répétition de consonnes. Et donc on a la répétition de la consonne R. Donc rue, assourdissante, autour ici. Ben non, c'est pas ça que je voulais faire, n'importe quoi. Excusez-moi. Hop, je voulais les mettre en rouge. Donc autour ici et hurlet. Voilà. Donc, au hiatus UA ou AU, on a en plus un ajout de la pire assonance qui soit, celle en R, la plus rugueuse. Bon, pire que R, il y a peut-être X et encore. Donc, cette première phrase, elle est franchement désagréable à l'oreille. Pourquoi ?
Parce qu'une fois qu'on a fait toutes les remarques stylistiques, je vous rappelle qu'il faut absolument analyser ce qu'on dit. Donc dans l'analyse, eh bien, on peut dire tout simplement, c'est régulièrement le cas en poésie pour les remarques de sonorité, il y a un genre de mime entre les sonorités et le sens de la phrase. Donc effectivement, on a une rue assourdissante qui hurle. Bon, ben voilà, hein, cette phrase désagréable à l'oreille vient mimer ceci. Si on poursuit encore, on voit qu'on a une personnification puisque c'est la rue, qui hurle et donc on est déjà bien dans l'image, la métaphore, on a notre esprit, est dans cette rue et on est nous aussi, pris par ce bruit au point qu'on a l'impression que cette rue est des personnes, des milliers de personnes qui hurlent, donc d'où, la personnification. Donc première phrase, voilà notre décor posé. Ensuite, voilà qui va venir faire un contraste avec cette rue qui hurle. Longue, mince. Et là, vous voyez que je me suis arrêtée sur longue. C'était facile parce que je devais prononcer ce E à cause de la consonne qui est là. Par contre, je devais englober celui-ci avec le AN alors qu'il y a une virgule. Donc là, déjà, au niveau de la lecture, c'est pas facile. Donc, je relis longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse. On a ici donc 2 syllabes longues, 2, on va dire mince en, grand deuil 2, et puis ici, douleur majestueuse 6. Autrement dit, notre alexandrin, il est partagé en 2, la deuxième moitié étant rien que dans ce groupe nominal ici. Donc ce qui est original, c'est que ces 4 parties du vers, qui sont donc une énumération, hein, là-dessus il n'y a pas de mystère, viennent en apposition à la femme. Hein, une apposition, je vous rappelle, ce sont des groupes de mots qui sont mis entre virgules et qui vont donner une information sur la femme. Donc on sait, avant même de savoir que c'est une femme qui passe, on sait qu'elle est longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse. Donc ces 4 adjectifs, enfin ces 4 groupes de mots, pardon, en apposition avant même le nom une femme, créent une espèce d'effet d'attente. Et donc on a voilà le une femme qui passe qui est relégué au 3e vers. Ce qui répond bien sûr en écho hein, au titre. Vous remarquez qu'on a toujours ce même déterminant indéfini, justement. Alors, que sait-on de cette femme? Donc, en avant-première, on avait donc des prémices sur son passage. Avant même de remarquer que c'est une femme, il voit ce tissu qui passe, il voit sa forme, un petit peu sa silhouette finalement, avec longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'elle? Longue et mince, hein, c'est presque comme une redondance. Le en grand deuil, on imagine la couleur noire. Hein, je vous réaffirme si, enfin, on est dans nos premières études de poésie, mais la poésie c'est quelque chose de très visuel. Il doit se former vraiment des images dans votre tête. Donc, on a cette silhouette mince et noire, et on a déjà de la métaphore, puisque ici, c'est quasiment une allégorie. Cette femme est l'allégorie, la représentation d'une douleur, mais pas n'importe laquelle. Douleur majestueuse, hein, c'est avec la majesté, on a quelque chose donc de très positif, tout en élégance, voilà, qu'on va retrouver avec son attitude sous le vent, balançant le feston et l'ourlet, par exemple. Donc je continue à égrener un petit peu ce qu'on sait de cette femme. Donc on a ce balancement, hein. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse. Moi, je me dandine sur ma chaise en disant ça. Voilà, vous devez sentir le balancement, hein. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse. Ça, c'est parce qu'elle passe, justement. Et on va comprendre avec le soulevant, balançant le feston et l'ourlet, avec sa main, on va comprendre que ce balancement, c'est le balancement de sa main le long de son corps. Alors, si nous étions en classe, je pourrais tellement mieux vous expliquer ça en vous mimant la scène. Donc là, je vais essayer d'être le plus clair possible, la plus claire possible. Donc, une femme passe ça, d'accord, c'est notre petit mot de phrase principale, de proposition principale, mais j'allais dire tout ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a autour. Donc, d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Vous avez des petites notes dans votre livre qui vous expliquent ce que c'est que le feston et l'ourlet. Donc l'ourlet, tout le monde sait, c'est évidemment ce qui va terminer les manches et le bas de sa jupe. Et le feston, il est au bas de sa jupe ou de sa robe. C'est donc comme une surpiqûre en forme d'arrondi. Hein, vous avez une note dans votre livre, page 70, voilà, qui va rendre le tissu très joli et bien fini. Donc ça va avec le côté majestueux. Donc elle est très bien habillée, voilà, elle a cette élégance naturelle. Et donc tout le balancement, hein, longue, mince, en grand deuil, etc., soulevant, balançant, le feston et l'ourlet, tout le balancement de ces différentes syllabes, c'est le balancement de sa main le long de son corps.
Quand on marche avec une démarche active, eh bien, on a cette main normalement qui va se balancer, elle également, avec nos jambes, si on peut dire en accord avec nos jambes. Alors, on va regarder un petit peu ce qui est à la rime, majestueuse et fastueuse. Vous avez aussi une note pour fastueuse, je crois, qui vous emmène sur le sens du luxe. Donc, ce sont des mots à la rime qui sont très positifs. Sauf que, sauf que quand je les ai lus, je vous ai dit qu'il y avait, pour arriver à l'alexandrin 12 pieds, une diérèse et que je devais prononcer majestueuse et fastueuse. Et là, quand même, je pense que vous entendez tous un élément un petit peu surprenant. On entend le mot tueuse. Évidemment, donc ça n'est pas du tout au hasard. On a finalement des rythmes binaires dans ce poème. Ce fameux balancement dont je vous parle, soulevant, balançant, hein, deux participes présents, rythme binaire, longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, ça fait 4, donc 2 fois 2. Et bien donc, quand on est en binaire, en double, on peut dire aussi en français qu'on est dans l'ambivalence. Ambi, ça vient du latin, ça veut dire deux, un double. Cette femme, elle est dans l'ambivalence. On va le voir, en fait, on le sent déjà, parce qu'on a des mots qui nous titillent normalement, ces fameuses rimes tueuses, tueuses. Qu'est-ce qu'on a de négatif? On a quand même le mot douleur et le mot deuil. Donc deuil, douleur, tueuse, on sent qu'il y a un champ lexical de la mort qui se promène là un petit peu de façon implicite. Donc l'ambivalence, voilà, d'un côté ce champ lexical de la mort et de l'autre côté un champ lexical très positif, hein, majestueuse, fastueuse, agile et noble, le feston et l'ourlet, signe d'élégance, etc. Et bien entendu la jambe de statue que nous allons commenter à l'instant. Donc, sous le vent balançant le feston et l'ourlet, malgré ce point-virgule ici, on a bien un enjambement au vers suivant, agile et noble, deux nouveaux adjectifs en apposition à une femme passa, donc assez même loin d'ailleurs du nom femme auquel ils sont apposés. C'est toujours elle, agile et noble, avec sa jambe de statue. Donc, on va commenter ce passage-là. Alors, il faut croiser noble avec jambe de statue pour saisir peut-être l'image qui nous est donnée. Je dis bien peut-être parce que quand on analyse, il y a des choses dont on est sûr de sûr et d'autres qui sont de l'ordre de l'interprétation. Est-ce que Baudelaire y a vraiment pensé? Voilà, c'est peut-être pas quelque chose de sûr à 100%. Néanmoins, je vais vous montrer comme, a priori, tous les profs de français en seraient tous d'accord sur cette analyse, qui pourrait être, quel statut agile et noble pourrait être le modèle de cette femme, une femme ambivalente, à la fois liée à la grâce, à l'élégance, au faste, à la majesté, et de l'autre côté de l'ambivalence, liée à la mort. Alors, quand on parle de jambes de statue, de majesté, de noble, normalement, vous devriez peut-être penser à la statue d'une déesse. Alors, si vous pensez à la statue d'une déesse, une déesse qui est à la fois dans les plus belles qu'il soit, alors bon, des déesses belles, en fait, il y en a plein, elles le sont toutes, hein, déesse de la beauté, on pense à Aphrodite, mais vous devez savoir que Héra, Athéna, Artémis, Perséphone, elles sont toutes magnifiques. Donc, quelle est la déesse qui est dans l'ambivalence? Eh bien, peut-être savez-vous, c'est Artémis. Elle est dans l'ambivalence à double titre, hein. D'abord parce que c'est une jumelle, c'est la jumelle d'Apollon, donc ils sont doubles par essence, ces jumeaux-là. Et elle est dans l'ambivalence dans son caractère, exactement comme la femme qui est décrite, parce que elle est la beauté incarnée, la simplicité. Vous savez qu'elle est chasseresse, elle passe sa vie dans les bois, à boire de l'eau fraîche et à tirer sur quelques animaux, voilà. Et en même temps, à côté de ce côté déesse de la nature très positive, elle n'hésite pas à tuer dans d'atroces souffrances le moindre homme qui approcherait d'elle. Vous savez qu'on dit misogyne pour les hommes qui considèrent que les femmes sont des moins que rien, ou les femmes d'ailleurs qui considéreraient que les femmes, leur propre sexe, sont des moins que rien, pourquoi pas. Eh bien, on dit misandre pour les gens qui trouvent que les hommes sont, par exemple, tous des brutes, hein, ou des moins que rien, voilà, pour les gens qui ont un avis très négatif sur les hommes. Donc, Artémis, elle est profondément misandre. Elle ne supporte pas d'être approchée, vue par les hommes. Je vous renvoie à la malheureuse histoire de Actéon, Actéon, cherchez-le si vous voulez savoir ce qu'elle lui fait. Donc, je vois en tout cas, et croyez-moi sur parole, je ne suis pas la seule, avec donc agile et noble qui qualifierait à la perfection Artémis,
et aussi statue, une allusion à Artémis, qui n'est donc pas de bon augure, puisque Artémis n'aime pas qu'on la regarde. Et vous allez voir que le regard, on a l'œil ici, on a le regard un petit peu plus loin ici. Voilà, être regardé par Artémis quand on est un homme, ça n'est pas une bonne nouvelle. Donc je refais mon allusion, allez lire l'histoire d'Actéon. Donc notre phrase se termine ici avec le point et on poursuit donc notre deuxième quatrain. Moi, alors un petit peu à la façon de Ronsard, vous vous souvenez que le moi arrivait dans le texte à un certain moment, et bien là aussi, donc on est bien dans la poésie lyrique, les sentiments intimes du poète qui parle, et on a un phénomène d'emphase parce qu'on n'est pas censé écrire moi, je, donc le fait d'avoir le moi comme ça ici, c'est un phénomène d'emphase. Et on va avoir une phrase, encore une fois, assez déstructurée du point de vue de la grammaire ici. Je suis forcée de commenter la grammaire. Vous allez voir que c'est vraiment en ça que c'est important d'avoir bien engrangé tout ce qu'on a fait en grammaire cette année. Je suis assez contente de pouvoir vous le montrer aussi clairement dans un texte. La grammaire, c'est très important pour analyser un poème. Donc moi je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Pour comprendre, analyser la beauté de cette phrase, il faut être capable de maîtriser sa syntaxe. Donc je buvais, ce verbe il a un COD. Je buvais quoi? Il ne boit pas quoi crispé, il ne boit pas quoi son œil, il boit la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Donc le COD est retardé en fin de vers pour créer justement un effet d'attente. Et en plus, on va commenter ce vers qui est magnifique, qui est bourré de figures de style et qui va arriver justement un petit peu comme un couperet avec le tu là, qui est au bout. Et donc avant tout ça, on a des virgules qui vont retarder l'apparition de ce COD. Donc moi je buvais crispé comme un extravagant. Et ben, on a une nouvelle apposition. Le crispé, ici, c'est un adjectif apposé ou participe passé pris comme adjectif, comme vous voulez, apposé à moi et à je. Et cet adjectif, il est en plus doublé par une comparaison. Donc on va avoir un grand groupe finalement ici qui va venir retarder toujours notre COD. Donc apposition au sujet, crispé comme un extravagant, évidemment je vais commencer par m'arrêter là avec cette comparaison. L'extravagant c'est quelque chose de typique de ce siècle-là, ça renvoie à toutes les extravagances et tous les essais de stupéfiants qu'a fait Baudelaire, que ce soit l'absinthe, l'opium, le reste. Donc on commence à se demander s'il est vraiment attablé dans un café à Paris et qu'une femme passe devant lui sur le trottoir et le séduit par un simple regard, ou est-ce qu'il est dans sa fumerie d'opium ou tout simplement chez lui avec son verre d'absinthe à imaginer cette femme idéale. Et on voit que la femme idéale pour Baudelaire, elle n'est pas simple, hein, c'est la femme ambivalente qui l'attire et en même temps qui est dangereuse. Donc voilà, le mot extravagant est jeté là, on commence nous à avoir un doute. Est-ce que c'est une véritable expérience ou c'est une expérience intellectuelle? Tout se passerait-il dans sa tête, hein? Donc je buvais crispé comme un extravagant, donc une expansion du nom qui vient donner une information sur le poète. Dans son œil, hop, là on a un complément circonstanciel de lieu. Donc il boit dans son œil. Bien entendu, là vous comprenez que une fois qu'on a révélé ce complément circonstanciel de lieu, on est dans la métaphore. Il boit dans son œil. Donc l'œil devient liquide. Voilà, là on comprend vraiment qu'on est dans l'extravagance justement avec cette métaphore qui n'est pas du tout une métaphore convenue. Il boit dans son œil et on a une nouvelle expansion du nom ici. Qui est le ciel livide où germe l'ouragan, pardon, c'est l'œil de la femme. Donc comme je vous disais, l'œil d'Artémis, si c'est elle, il est dangereux. Et bien là, ici, on a tous les germes justement de ce qui est dangereux. Cet œil est un ciel livide, normalement. L'œil, le regard de la femme, surtout si c'est la femme aimée ou même la femme désirée. Les comparaisons, on va dire banales, sont l'œil brillant, c'est un lac, il est d'un bleu azuré. On va avoir des visions extrêmement positives. Le ciel, c'est très positif, sauf qu'il est affublé d'un adjectif immonde, livide. Ce qui est livide, c'est la mort, c'est le blanc de la mort. Donc là, c'est pas très bien parti. L'œil de la femme ne reflète qu'un ciel mort. Je sais pas si vous voyez un petit peu où on va en venir. C'est pas de bon augure pour le poète. Et en plus, dans ce ciel livide, on a une antithèse. On pourrait même parler d'oxymore ici.
C'est un ciel livide où germe l'ouragan. Alors pourquoi je parle d'oxymore? L'oxymore, ce sont, 2 mots contraires mis côte à côte. L'antithèse, ça peut être des significations contraires qui vont être disséminées sur un paragraphe complet avec carrément plusieurs phrases, plusieurs idées en opposition. L'oxymore, c'est une antithèse très ramassée, très, compacte, et donc on a 2 mots, en opposition. Je vous avais mis, je crois, dans les exemples, une nuit blanche. Ici, on a germe et ouragan. Alors pourquoi je dis qu'on pourrait presque voir un oxymore? Parce que c'est pas aussi clair qu'une nuit blanche ou qu'un mort-vivant, comme oxymore, mais on a quand même la germination qui est l'idée de quelque chose de tout petit, vraiment tout petit, et l'ouragan qui est l'idée de quelque chose d'immense. Donc voilà, éventuellement on peut voir un oxymore ici, en tout cas certainement une antithèse et une opposition. Donc cet œil de cette femme aimée, loin d'être affublé d'une image positive, est affublé toujours de quelque chose qui renvoie à la mort, livide, ou au danger, hein, l'ouragan qui germe, l'ouragan en germe dans ce tout petit œil. Et donc, qu'est-ce qu'il boit dans cet œil dangereux lui-même qui est dans un état second? Eh bien, il boit, tenez-vous bien, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. On est encore bien entendu dans la métaphore, puisqu'on ne peut pas boire la douceur, on ne peut pas boire le plaisir non plus. On est vraiment dans l'image, et on est aussi encore dans l'ambivalence. Alors, vous le voyez avec le « et » ici, qui vient faire justement, qui vient partager l'alexandrin en deux. La douceur qui fascine, ça fait 6 pieds, et le plaisir qui tue 6. Donc là, on a l'hémistiche, c'est-à-dire la moitié du vers pile au niveau du « et donc on va avoir une structure parallèle. La douceur, le plaisir, qui fascine, tue. On sait que en cas de structure parallèle, on est censé toujours comparer les choses, hein. Donc douceur et plaisir se répondent pas mal en écho, hein. Par contre, fascine reste quelque chose de positif, mais toujours dans l'idée du danger, hein. Ce qui est fascinant, ben, à ma foi, on pourrait se laisser emporter. Et on retrouve le sème, la sémantique, si vous voulez, le sens de la mort. On ne peut plus clairement ici avec tu. Donc, ce qu'on avait pressenti dans ces deux quatrains, à savoir cette femme dangereuse, synonyme peut-être de mort, qui apporte la mort, et en même temps magnifique, toute cette ambivalence se confirme complètement. Alors, voilà donc pour les deux quatrains. Ensuite, on va donc passer aux deux tercets. Hop, je les mets un peu plus haut. Les deux tercets sont aussi très déstructurés du point de vue de la syntaxe, et je vous rappelle aussi que les deux tercets, on va étudier en fait 4 vers d'abord, puis 2, parce que Baudelaire, tout novateur qu'il soit, répond à la consigne du sonnet qui considère que les 2 derniers vers doivent être comme un genre, les 2 derniers vers ou le dernier vers, ça dépend, doivent être comme un genre de synthèse et d'envoi, un envoi, c'est-à-dire le résumé, la chose vraiment à retenir du sonnet lui-même. Donc là, effectivement, il se plie à cette exigence. Donc on va étudier les quatre vers ensemble. Un éclair puis la nuit. Alors ce qu'on voit, c'est que ce 9e vers est totalement déstructuré. On le voit puisqu'on a des points de suspension, un point d'exclamation, un tiret dans un poème. Mon Dieu, comme c'est vulgaire. Donc voilà, on est en train de faire du bricolage d'alexandrin. Et en plus, donc l'alexandrin normalement se coupe en 6-6 ou 4-4-4. Et là, c'est pas le cas. On a 3, 3 et 6. Donc là aussi, il y a une grosse déstructuration par rapport au canon de beauté de l'alexandrin du 19e siècle. Alors, tout ceci va mimer ce qui se passe, hein. Un éclair puis la nuit, c'est exactement comme ça qu'on écrirait si c'était de la prose. Donc on va voir que la lumière qui était déjà peut-être présente un petit peu avec le ciel livide, avec la couleur blanc, ça se précise ici avec l'éclair et la nuit. Bien sûr, éclair et nuit vont être en opposition. L'éclair, c'est le passage de la femme, et la nuit, mais c'est une fois qu'elle est passée. Fugitive beauté, donc là ici on a le mot fugitif qui apparaît avec ce passage donc extrêmement rapide, mais ce qui est surtout à noter, c'est l'enjambement, hein. Fugitive beauté dont le regard. Donc ici le vers doit être enchaîné, et cet enjambement va finalement mimer le passage de cette femme, hein, mimer le fugitif qu'on a ici.
Donc et oui, alors la nuit, on peut aussi parler de peut-être de connivence entre la nuit et l'éternité, hein. C'est-à-dire qu'elle est passée, c'est fini. Est-ce que nuit renvoie à mort? Mort et éternité, pourquoi pas le mot éternité apparaissant ici? Donc on a une thématique de la lumière et de la nuit, éclair nuit, et de la naissance et de la mort, hein. Fugitive beauté dont le regard m'a soudainement fait renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité. Voilà, donc la naissance avec renaître, hop, la mort ici, et puis cette question au style direct ici, ne te verrai-je plus que dans l'éternité, qui apparaît un petit peu de façon surprenante, j'allais dire comme un cheveu sur la soupe. Donc on a ce futur ici qui vient bien nous montrer que tout ceci c'est fini. Alors qu'est-ce qu'il faut commenter là-dessus? Ben, on remarque que tout le temps qu'elle était en train de passer là, voilà, il l'a détaillé. Il s'est fait des idées sur elle, voilà, il l'attire, elle est dangereuse, mais elle est fascinante en même temps. Et en fait, il ne lui parle. On a le te et le je, donc le tu et le je qui n'apparaissent qu'une fois que c'est fini. Elle est déjà partie en fait, hein. Donc c'est vraiment le fugitif ici, c'est vraiment l'histoire d'une rencontre ratée. Elle n'a pas vraiment eu lieu. Ou alors, enfin si, elle a eu lieu, mais dans un éclair. On va le voir d'ailleurs avec le regard toujours, hein. Donc le regard va devenir de plus en plus important. Voilà, donc une question au style direct, les pronoms directs qui apparaissent aussi du style direct, mais c'est trop tard, hein, avec ce futur donc qui laisse planer le doute, peut-être l'espoir. Le deuxième tercet, lui, apparaît vraiment comme étant très saccadé. Ailleurs, virgule, bien loin d'ici, point d'exclamation, trop tard, point d'exclamation, jamais, peut-être, point d'exclamation. Alors le jamais, tiens, voilà, il est en italique. Il est en italique dans le texte d'origine. Donc ici, on a quelque chose de très saccadé qui vient peut-être mimer le cœur du poète. Ça y est, c'est fini, c'est trop tard, il a raté. Et on peut le remarquer avec des adverbes ailleurs, loin, ici, tard, jamais et peut-être, des adverbes qui sont soit dans le temps, soit dans le lieu, mais en tout cas qui vont noter que le temps et le lieu de cette rencontre, eh bien, soit ils ont disparu, c'est l'éclair, tac, ça y est, c'est passé, soit ils n'ont jamais existé peut-être. Est-ce qu'on est toujours dans la tête du poète après tout? Et donc ces points d'exclamation, bien entendu, miment son grand désarroi. Ensuite, donc le fameux envoi, les 2 derniers vers, qui sont de toute beauté, notamment par les structures parallèles qui sont présentes. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Alors, beaucoup de choses à commenter sur ces 2 vers. D'abord, on va pouvoir voir un exemple de chiasme. Alors, chiasme, je vais vous l'écrire ici. Voilà. C'est du grec. Donc, le CH se prononce que. Le chiasme, c'est une structure, donc ABBA, à plat, exactement comme la structure parallèle, c'est ABAB. Donc, je vais vous montrer où est le chiasme ici, parce que c'est pas forcément évident. Le chiasme, il est dans les pronoms. On a je, hop, et je ici. Et puis au milieu, on a le tu, on va mettre, je sais pas, en bleu par exemple, qu'on retrouve là. Donc, ce qui est en bleu là, c'est les B et les A, donc c'est pour faire un schéma, hein, les A seraient les je. Voilà, donc le A c'est J, le B c'est tu, et le je c'est comme le A, hein, donc je, tu, je. C'est le schéma ABBA, donc on appelle ça un chiasme. C'est un petit peu comme les rimes embrassées, sauf que c'est à plat dans un texte avec donc des pronoms par exemple. Alors, le chiasme en général, on regarde ce qui est contenu à l'intérieur de ce qui est de part et d'autre. Et on s'aperçoit que ce qui est contenu à l'intérieur du je, c'est le tu. Alors, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on peut analyser de ça? Eh bien, peut-être que ça nous informe, vous le savez déjà, vous me direz, sur l'intention du poète. Le je aurait bien saisi, emprisonné le tu au milieu. Sauf que, eh ben, ça ne va pas marcher. Voilà, donc ce chiasme, c'est tout son regret qui est exprimé ici. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Et on a aussi bien entendu, même si on a ABBA un chiasme, on a quand même une structure parallèle avec j'ignore, tu ne sais, tu fuis, je vais. Donc le verbe ne pas savoir, et en gros le verbe s'en aller et s'en aller. Donc je vais écrire ici, je l'ai écrit plus bas, hein, mais doublé d'une structure parallèle.
Donc la structure parallèle, on va mettre j'ignore. Ah ben non, si je prends le J, ça va pas. Donc j'ignore en rose, voilà, qui va avec le tu ne sais. Et puis fuis. Alors quelle couleur on va mettre du vert? Fuis qui fait écho à vais. Voilà, donc il se dirige, la structure parallèle peut nous dire: «Ah, ils se dirigent vers le même chemin», mais oui, sauf qu'ils ne savent pas, voilà, ils ne sauront pas se retrouver, chacun allant finalement peut-être de son côté. C'est peut-être aussi ça que nous montre le chiasme, à partir du B, il y a une symétrie et hop là, on est à l'inverse dans les 2 cas. Donc voilà, ça c'est aussi d'ailleurs une autre analyse du chiasme, soit on prend ce qu'il y a au milieu et on en tire une analyse, soit en général l'analyse c'est que en miroir, donc symétrique comme je disais, le B se cogne au B et on a un effet de répulsion, le A s'en va d'un côté et l'autre A de l'autre, ce qui arrive aussi dans ce poème. Donc voilà, je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de choses à analyser sur ces derniers vers, qui sont vraiment toute l'expression de son regret. Et justement, le regret est exprimé avec les 2 O ici qu'on appelle lyriques, qui ont des accents circonflexes. Alors, je ne sais pas si je peux le faire sur une majuscule. Et ben non, si. Voilà. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Alors ici, mesdames et messieurs, c'est du subjonctif plus que parfait. Autant vous dire qu'on n'en trouve pas très souvent, qui exprime le regret. C'est exactement comme si nous avions eu du conditionnel passé, ô toi que j'aurais aimé, je pense que vous le percevez mieux comme ça, et le j'aurais aimé, si vous vous souvenez du tableau qu'on a fait il y a longtemps, il y avait ce qui était possible, ce qui était du regret dans le présent et du regret dans le passé. Là, on est dans le regret dans le passé et le subjonctif imparfait était évidemment plus rare et plus élégant que le conditionnel passé. Donc, ô toi que j'eusse aimé, ce qui synthétise tout son regret. Ô toi qui le savais, et là cette structure parallèle, bien sûr on le voit bien, ô toi que, ô toi qui, cette structure parallèle va achever d'anéantir le poète, puisque dans ce regard qu'elle jetait, qu'il avait soudainement fait renaître, il y avait toute la conscience qu'elle avait, elle savait donc, toute la conscience qu'elle avait de cette rencontre possible. Et bien, elle n'a pas souhaité y donner suite, apparemment. Voilà, pauvre Baudelaire, si du moins, c'est vraiment de Baudelaire qu'il s'agit, Je vous rappelle qu'il peut écrire ce sentiment-là sans que ce soit absolument quelque chose d'autobiographique. Néanmoins, pour un souvenir fugace, eh bien ce poème, qu'il aura qui lui a été inspiré, je veux dire, par une rencontre peut-être, aura bien marqué noir sur blanc le souvenir de cette femme. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette étude. Donc, vous voyez, Baudelaire, c'est un petit peu quand même de la haute voltige, il y a beaucoup de choses à en dire. Et donc, je vous ai synthétisé à peu près ce que je viens de dire en dessous. Je l'ai mis 2 fois. Oui, ah oui, pardon. Quand ça y est 2 fois, parfois, c'est parce que j'ai dû imprimer des choses, d'autres années. Donc là, je vous ai remanié le texte normalement pour que ça colle le mieux possible avec ce que j'ai dit aujourd'hui. Voilà, donc pour ceux qui veulent, rendez-vous dans la 2e vidéo, aujourd'hui ou demain, comme vous voulez, sur Hygiène de l'assassin. Et bien du coup, vous avez déjà le travail, je vous rappelle, page 110-111 pour lundi. Allez, bon long week-end!